Je m'appelle Mike Thompson. J'ai 52 ans, et pendant 28 de ces années, j'ai conduit sur les autoroutes américaines. J'ai tout vu sur ces routes, d'horribles accidents, des tempêtes qui ressemblaient à la fin du monde, et des gens désespérés mendiant de l'aide. Mais ce que je m'apprête à vous raconter maintenant a changé ma vie pour toujours. Je suis absolument certain que ce fut un miracle de la Vierge Marie. C'était le 15 décembre 2019, un mardi qui a commencé comme n'importe quel autre, mais qui s'est terminé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Si quelqu'un m'avait raconté cette histoire auparavant, j'aurais ri au nez. Cependant, quand vous vivez une chose pareille, quand vous en êtes témoin oculaire, tout change. Vous penserez peut-être que je suis devenu fou, que c'était la fatigue ou une hallucination. Mais j'étais lucide, plus lucide que jamais dans ma vie. Ce qui s'est passé cette nuit-là ne me quittera jamais l'esprit. Avant de commencer, je dois vous faire comprendre une chose, je n'étais pas un homme religieux. J'avais été élevé à l'église, oui, et ma mère était dévouée à Notre-Dame, mais je m'étais éloigné de la foi de nombreuses années auparavant. Je pensais que la religion était pour les gens faibles, pour ceux qui avaient besoin de béquilles émotionnelles. Maintenant, je veux vous poser une question honnête, êtes-vous prêt à répondre à l'appel de Marie pour votre vie? Si votre réponse est oui, commentez, je suis prêt pour les miracles de Marie. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ici, les miracles se produisent chaque jour. Pour comprendre cette rencontre qui a changé ma vie, je dois vous raconter comment était ma vie à cette époque. Ce n'était pas bon du tout. Ma femme, Sarah, m'avait quitté 3 mois plus tôt, mettant fin à 22 ans de mariage. Selon elle, j'aimais la route plus que ma famille. Mike, tu n'es jamais là, disait-elle. Quand tu es là, c'est comme si ton esprit était encore dans le camion. Elle n'avait pas tort. Je vivais pour travailler, prenant chaque chargement qui se présentait et passant des semaines loin de chez moi. Je pensais être un bon soutien de famille, mais j'étais un mari et un père terrible. Mon fils de 16 ans, Jake, me parlait à peine. Quand je rentrais à la maison, il s'enfermait dans sa chambre. Une fois, je l'ai entendu parler à sa mère, demandant « Quelle différence cela fait-il qu'il soit là ?» Demain, il sera de nouveau parti. Cela m'a détruit intérieurement, mais je ne savais pas comment changer, c'était la seule vie que je connaissais. 3 jours avant ce voyage, j'ai reçu les papiers du divorce. Sarah voulait la moitié de tout, y compris mon Peterbilt 379 bleu marine, ma fierté. 20 ans de financement, juste pour que quelqu'un veuille le prendre en justice. Cette semaine-là, j'étais ruiné, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Je ne pouvais ni dormir ni manger correctement. Je vivais de café et d'analgésiques pour mon dos, et j'avais aussi commencé à boire. Jamais au travail, je n'ai jamais fait ça. Mais seul dans un motel, une bouteille de bourbon était ma seule compagnie. Je sombrais, et je le savais, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Ce trajet allait de Phoenix à Atlanta, un chargement d'électronique avec un délai serré et un paiement dont j'avais désespérément besoin pour couvrir les frais de l'avocat du divorce. Je suis parti de Phoenix à 6 heures du matin un mardi. Le plan était de rouler sans escale, ne m'arrêtant que pour le carburant et le repos obligatoire, pour être à Atlanta le jeudi matin. La première partie du voyage fut normale, l'interstate d'IA, le paysage de l'Arizona, un soleil brûlant. Mon esprit était en pilote automatique, le pied sur l'accélérateur, les yeux sur la route, la radio diffusant de la musique country. Mais au fil de la journée, ce sentiment de vide dans ma poitrine ne cessait de grandir. J'ai appelé Jake 2 fois, sans réponse. J'ai envoyé un SMS à Sarah pour savoir comment il allait. Elle a répondu « Occupe-toi de ton chargement ». Je me suis arrêté à un relais routier pour déjeuner, me suis assis au comptoir, et j'ai vu dans un coin du restaurant un père montrant quelque chose sur son téléphone à son fils. Les deux riaient, le garçon agrippé au bras de son père. Cela m'a transpercé. Je me suis souvenu du petit Jake et n'ai pas pu finir mon sandwich. Je suis retourné dans la cabine avec un poids sur la poitrine. De retour sur l'autoroute, j'ai commencé à penser à la façon dont j'avais perdu ces moments avec Jake, et comment, au nom de la subsistance de la famille, j'avais perdu la famille elle-même. Dans l'après-midi, une tempête a éclaté. Ce n'était pas une pluie ordinaire, c'était un mur d'eau s'abattant du ciel, causant une visibilité nulle. J'ai dû ralentir à 60 km/h sur une autoroute où je roulais habituellement à 110 km/h. La radio a commencé à mal fonctionner, seuls des grésillements se faisaient entendre, et la climatisation est tombée en panne. À l'intérieur de la cabine, c'était un four. Je transpirais,
nerveux, avec un mal de tête lancinant. C'est à ce moment-là que les pensées sombres ont commencé à s'insinuer. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil au précipice à droite de l'île 40 et de penser que ce serait si facile. Un simple coup de volant, et tout serait fini. Pas de divorce, pas de dette, pas de douleur. Je n'avais jamais pensé comme ça auparavant, je n'étais pas du genre à abandonner. Mais à ce moment-là, roulant seul à travers la tempête, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'issue. La tempête a commencé à se calmer vers 20 heures, quelque part au Texas. J'étais entré dans une station-service pour faire le plein et je m'apprêtais à reprendre la route quand je l'ai vue, une femme seule sur le bas-côté de l'île 40, vers la borne kilométrique 25. Elle faisait signe, demandant clairement un passage. Ma première réaction a été d'accélérer et de continuer. Règle numéro 1 pour tout chauffeur de camion, ne jamais prendre d'autostoppeur, surtout des femmes, seules sur l'autoroute. Mais quelque chose m'a poussé à vérifier le rétroviseur. Elle était trempée par la tempête, sans parapluie ni bagage, juste un petit sac en bandoulière. Elle portait une simple robe bleue. Je ne sais pas ce qui m'a pris, peut-être la culpabilité chrétienne. Ma mère disait toujours, Mike, aide ceux qui sont dans le besoin. Un jour, tu pourrais aussi avoir besoin d'aide. J'ai garé le camion sur le bas-côté, à environ 50 mètres devant elle. Dans le rétroviseur latéral, je l'ai vue courir vers le camion. Quand elle a atteint la porte passager, j'ai baissé la vitre. « Où allez-vous, madame ?» ai-je demandé. Elle a souri un sourire si calme, si paisible, comme si elle n'était pas du tout inquiète d'être seule sur une autoroute dangereuse au milieu de la nuit. « Je vais où que vous alliez » a-t-elle dit. Sa voix était douce, avec un accent que je ne pouvais pas situer. Je me dirige vers Atlanta. C'est un long chemin. Ce n'est pas un problème. Je peux aider pour l'argent de l'essence. J'ai déverrouillé la porte. Elle est montée avec une aisance presque irréelle, comme si elle ne pesait rien du tout. Elle s'est assise sur le siège passager, a posé son sac sur ses genoux et m'a regardé avec ses yeux. Ils étaient bruns, mais ils avaient une profondeur que je n'avais jamais vue chez personne auparavant, comme si elle pouvait voir à travers nous, comprenant des choses que nous-mêmes ne comprenons pas. « Quel est votre nom » ai-je demandé en reprenant la route. « Marie » a-t-elle répondu simplement. « Marie ? Juste Marie ?» J'ai trouvé cela étrange, mais je n'ai pas insisté. « Que faisiez-vous seul sur la route » ai-je demandé. Elle est restée silencieuse un instant, regardant par la fenêtre. Puis elle a dit, « J'attendais. » Attendre quoi ? Quelqu'un qui avait besoin de compagnie. Cela m'a donné un frisson. Je ne savais pas pourquoi, peut-être parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de compagnie. Cela faisait des semaines que je n'avais parlé à personne d'autre qu'aux préposés des stations-service et aux commis. J'ai essayé de rallumer la radio, mais seuls des grésillements en sortaient. Marie l'a remarqué et a dit, « Parfois, le silence est meilleur que le bruit. » N'aimez-vous pas la musique ? Oui, mais je préfère la musique qui vient de l'intérieur des gens, les mots qui viennent du cœur. Je l'ai regardée. C'était une femme simple, elle devait avoir environ 35 ou 40 ans, avec des cheveux bruns attachés en queue de cheval. Pas de maquillage, rien d'extravagant. Mais il y avait quelque chose en elle, une présence, comme si elle occupait plus d'espace dans la cabine que sa taille physique ne le suggérait. « Vous semblez fatigué » a-t-elle observé après quelques minutes. Je le suis. Ça a été une période difficile. Voulez-vous en parler ? Normalement, j'aurais changé de sujet. Je n'étais jamais du genre à ouvrir mon cœur aux étrangers. Mais quelque chose dans sa voix, dans la façon dont elle a posé la question, c'était comme si elle se souciait vraiment. Et j'ai commencé à parler. Je lui ai tout raconté, le divorce, la distance avec mon fils, la solitude, les pensées sombres que j'avais eues plus tôt. J'ai dit des choses que je ne m'étais jamais dites à moi-même. Marie a juste écouté. Elle n'a pas jugé, n'a pas offert de conseils faciles. De temps en temps, elle posait une question qui me faisait réfléchir plus profondément. « Quand avez-vous ressenti un vrai bonheur pour la dernière fois » a-t-elle demandé. J'ai réfléchi longtemps. Je pense que c'était quand Jake était petit, environ 8 ans. Je venais de rentrer d'un voyage et il a couru pour me serrer dans ses bras à la porte. Il a dit qu'il m'avait manqué. Et pourquoi avez-vous cessé de ressentir cela ? Je ne sais pas. La vie est devenue de plus en plus occupée. Le travail est devenu plus lourd.
Jake a grandi, est devenu plus indépendant. Ou vous êtes devenu plus distant, a-t-elle dit doucement. Cela a fait mal, mais c'était vrai. Marie, je ne sais plus comment arranger les choses. J'ai l'impression d'être dans un trou si profond que je ne vois plus la lumière. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, Mike, avez-vous déjà pensé que peut-être ce trou n'est pas une prison? Peut-être est-ce une fondation. Que voulez-vous dire? Parfois, nous devons atteindre le fond pour découvrir ce qui compte vraiment, pour trouver le roc solide sur lequel nous pouvons construire une nouvelle vie. Je n'avais jamais pensé à cela de cette façon. J'avais toujours vu mes problèmes comme une punition, comme un échec. Elle suggérait qu'il pouvait être une opportunité. Votre fils vous manque, a-t-elle poursuivi. C'est de l'amour. Vous regrettez d'avoir blessé votre femme. C'est de la conscience. Vous voulez un changement. C'est de l'espoir. Mike, vous n'avez pas perdu ce qui compte. Vous avez juste oublié où vous l'aviez gardé. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage, des larmes que j'avais retenues pendant des mois. Mais comment puis-je changer? Comment puis-je regagner leur confiance? 1 kilomètre à la fois, a-t-elle dit avec un sourire. De la même manière que vous conduisez ce camion, 1 kilomètre à la fois. C'est alors que les choses ont commencé à devenir étranges. Premièrement, j'ai réalisé que je n'étais plus fatigué. J'avais conduit pendant près de 14 heures, mais je me sentais complètement alerte, rafraîchi, comme si j'avais dormi 8 heures. Deuxièmement, mon camion fonctionnait mieux que jamais. Le moteur ronronnait doucement sans ce petit cliquetis de la pompe d'injection qui m'avait inquiété pendant des semaines. La direction était légère, les freins répondaient parfaitement. Troisièmement, et cela m'a vraiment troublé, c'était comme si le temps avait ralenti. J'ai regardé l'odomètre, et j'avais parcouru beaucoup plus de kilomètres que cela ne semblait possible. Marie, ai-je dit, quelque chose d'étrange se passe. Que voulez-vous dire? Je ne sais pas. J'ai l'impression que nous ne sommes pas seulement tous les deux ici dans la cabine. Comme s'il y avait une présence. Elle a souri de nouveau. Il y en a toujours une, Mike. Il y en a toujours une. C'est alors que j'ai remarqué le parfum, une douce odeur de fleurs qui n'était pas là avant. Ce n'était pas un parfum ordinaire, c'était comme l'odeur dont je me souvenais quand j'étais enfant et que ma grand-mère m'emmenait à l'église le dimanche de l'encens mélangé à des roses. Sentez-vous cela? Ai-je demandé. Sentir quoi? Des fleurs. Des roses. Marie a juste souri et a continué à regarder la route devant nous. La radio, qui n'avait fait que grésiller toute la nuit, a soudainement commencé à jouer une chanson. Ce n'était pas une station normale, il n'y avait pas d'annonceur, pas de publicité, juste une douce mélodie chantée par une chorale qui semblait céleste. Entendez-vous cela? Ai-je demandé, montrant la radio. J'entends de la musique tout le temps, a-t-elle répondu énigmatiquement. J'ai essayé de changer de station, mais je n'y suis pas parvenu. Le bouton ne répondait tout simplement pas. La musique continuait de jouer, et c'était la plus belle chose que j'ai jamais entendue de ma vie. Alors que nous continuions notre voyage, j'ai senti quelque chose changer en moi. C'était comme si un poids que j'avais porté pendant des années était soulevé de mes épaules. J'ai commencé à voir les souvenirs de ma vie d'une manière différente. Je me suis souvenu du jour où Jake est né, comment j'avais pleuré de joie en le tenant dans mes bras. Je me suis souvenu de la première fois que j'avais dit à Sarah que je l'aimais. Je me suis souvenu pourquoi j'étais devenu chauffeur de camion non pas pour l'argent, mais pour la liberté, pour la beauté des autoroutes américaines. Mike, a dit Marie doucement. Voulez-vous connaître un secret? Bien sûr. Votre fils court toujours à la porte quand il entend votre camion arriver. Il a juste appris à se cacher parce qu'il ne veut pas être déçu quand vous repartirez. Mon cœur s'est arrêté. Comment savez-vous cela? Et Sarah? Elle garde toujours les lettres d'amour que vous avez écrites quand vous sortiez ensemble. Elles sont dans une petite boîte sous le lit. Elle les lit quand vous lui manquez. Marie, qui êtes-vous? Comment savez-vous ces choses? Elle m'a regardé avec ses yeux profonds. Je suis quelqu'un qui se soucie de vous, Mike. Quelqu'un qui veut vous voir retrouver le chemin de la maison. Mais comment? Certaines questions sont moins importantes que les réponses qu'elles apportent. La question n'est pas qui je suis. La question est, qui allez-vous choisir d'être à partir de maintenant? À ce moment-là, tout est devenu clair. Je ne sais pas si c'était la conversation, l'épuisement,
ou quelque chose au-delà de ma compréhension, mais j'ai compris ce que je devais faire. Je devais arrêter de fuir. Je devais rentrer à la maison pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Je devais me battre pour ma famille, même si cela signifiait changer complètement ma vie. Marie, ai-je dit, quand j'arriverai à Atlanta, je livrerai ce chargement et je retournerai directement à Phoenix. Je vais parler à Sarah. Je vais me battre pour mon mariage. Je vais réduire mes voyages. Je vais être le père que Jake mérite. Je sais que vous le ferez, a-t-elle dit avec un sourire. Je l'ai toujours su. Il était presque 5 heures du matin lorsque nous avons atteint la périphérie d'Atlanta. Le soleil commençait à se lever, peignant le ciel d'orange et de rose. Marie, ai-je dit, où puis-je vous déposer? Ici, c'est bien. J'ai regardé autour de moi. Nous étions dans une zone commerciale, encore fermée à 7 heures. Êtes-vous sûr? Ce n'est pas un endroit très sûr pour une femme seule. Je vais bien, Mike. Je vais toujours bien. J'ai garé le camion sur le bas-côté. Marie a pris son petit sac et s'est tournée vers moi. Merci pour le trajet, a-t-elle dit. C'est moi qui devrais vous remercier. Vous. Vous m'avez sauvé la vie ce soir. Elle a souri une fois de plus. Non, Mike. Vous avez sauvé votre propre vie. J'étais juste là pour vous rappeler qu'elle valait encore la peine d'être sauvée. Elle est descendue du camion et a commencé à s'éloigner. Je l'ai regardée dans le rétroviseur latéral pendant quelques secondes, puis j'ai regardé devant pour vérifier la circulation avant de reprendre la route. Lorsque j'ai regardé à nouveau dans le rétroviseur, elle avait complètement disparu. Il n'y avait nulle part où se cacher dans cette zone, tout était ouvert. Elle s'était simplement évanouie. Sur le siège passager où elle avait été assise, j'ai trouvé quelque chose qui n'était pas là auparavant, une petite médaille en argent de la Vierge Marie. Ce n'était rien d'élaboré, juste une simple médaille, mais elle était chaude au toucher, comme si quelqu'un l'avait tenue longtemps. J'ai tenu ma promesse. J'ai livré le chargement à Atlanta et suis retourné directement à Phoenix. J'ai parlé à Sarah. Ce n'était pas facile, mais nous avons commencé une thérapie de couple. J'ai réduit mes voyages de moitié. Jake est toujours réservé avec moi, mais maintenant nous passons au moins un week-end par mois ensemble. La semaine dernière, il m'a demandé s'il pouvait venir avec moi pour un court voyage pendant les vacances d'été. Je ne sais pas qui était Marie. Peut-être un ange, peut-être un messager envoyé du ciel, mais au fond de moi, je n'ai aucun doute. Cette nuit-là, j'ai vécu un miracle de la Vierge Marie. Je garde toujours la médaille que j'ai trouvée sur le siège passager. Elle est accrochée à mon rétroviseur. Chaque fois que je la regarde, je me souviens des mots de Marie, 1 kilomètre à la fois. Parfois, quand je conduis seul sur les routes la nuit, je sens encore le parfum des roses. Parfois, j'entends cette douce musique à la radio. Et dans ces moments, je sais que ce n'était pas une illusion. C'était réel. C'était Notre-Dame me rappelant que l'espoir ne meurt jamais, même quand tout semble perdu. Si vous traversez une période difficile, si vous sentez que vous avez perdu votre chemin, sachez ceci, la Vierge Marie continue de faire des miracles. Parfois, elle apparaît dans les endroits les plus inattendus, à travers des personnes que nous n'aurions jamais imaginées. Et qui sait, peut-être un jour, quand vous vous y attendrez le moins, elle pourrait aussi apparaître dans votre vie. Maintenant, je vous invite à une courte prière, Vierge Marie, très sainte Mère, tout comme cette nuit-là vous avez étendu votre douce présence au milieu de la tempête et de la solitude, venez aussi à la rencontre des cœurs qui aujourd'hui se sentent perdus. Vous qui êtes la mère de l'espérance, consolez ceux qui pleurent, fortifiez les fatigués, accueillez ceux qui ne croient plus en eux-mêmes et montrez-leur que la vie a encore un sens. Apprenez-nous, ô Marie, à vivre avec foi, à aimer sans mesure et à pardonner sans limite. Puissions-nous ne jamais oublier que même dans l'obscurité, votre regard maternel nous guide et votre cœur nous ramène à Dieu. Mère bien-aimée, intercédez pour nos familles. Restaurez les foyers blessés. Rapprochez les parents et les enfants. Guérissez les blessures du cœur et apportez la paix sur les chemins de la vie. Et quand nous nous sentirons trop fatigués pour continuer, tenez nos mains et conduisez-nous pas à pas, 1 kilomètre à la fois, vers le port sûr de votre Fils, Jésus. Amen. Maintenant, je veux vous demander, croyez-vous au miracle de la Vierge Marie? Si oui, écrivez dans les commentaires, je crois au miracle de la Vierge Marie. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir.
Ensemble, nous répandrons la foi et montrerons au monde que Notre-Dame continue d'accomplir des miracles dans nos vies. Que la Vierge Marie vous bénisse, vous et votre famille, aujourd'hui et toujours. Amen.